Alors, on va voir ici l'étude d'un filtre en régime sinusoïdal, filtre linéaire. Donc, on prendra un exemple qui est le suivant pour faire l'étude. Donc, avec une résistance R, une inductance L, une capacité C ici, avec la tension d'entrée qui sera E de T ici et la tension de sortie qui sera la tension borne du condensateur S de T. Donc, on est en régime sinusoïdal ici. La FEM, la tension d'entrée petit e, on va la supposer égale à EM cosinus oméga t. On pourrait mettre une phase, j'en mets pas ici. Et S de t qui serait donc de la forme SM cosinus oméga t plus phi. Donc, suivant justement le filtre qu'on a, l'amplitude SM de la tension de sortie et la phase phi vont être des grandeurs qui vont dépendre de la fréquence et qui dépendent bien sûr du type de filtre qu'on a. Donc, on va utiliser la notation complexe puisqu'on est en régime sinusoïdal avec un filtre linéaire. Je rappelle donc qu'on écrit E de t sous la forme donc EM exponentielle j oméga t, de telle sorte que le E réel, ce soit la partie réelle de E complexe, puisque l'exponentielle complexe c'est cosinus oméga t plus j sinus oméga t, donc la partie réelle c'est le cosinus. Et pour la tension de sortie, S de t complexe, ça va s'écrire Sm exponentielle t plus phi, c'est-à-dire Sm exponentielle j phi exponentielle j oméga t, et donc on appellera Sm bar l'amplitude complexe qui fait intervenir donc à la fois l'amplitude Sm réelle et l'exponentielle j phi avec phi qui est la phase. Et on aura bien sûr S réel qui est la partie réelle de S complexe. Donc, ici on voit qu'on a un diviseur de tension. Donc on cherche la tension aux bornes du condensateur, sachant qu'on a la tension aux bornes de la résistance en série avec l'inductance. Donc ça va nous faire l'impédance du condensateur, c'est-à-dire 1 sur JC oméga, sur la somme des impédances donc, du condensateur et de la résistance et de la bobine en série, ce qui va donc nous faire du R plus GL oméga, les impédances s'ajoutant quand elles sont en série. Donc tout ça fois E complexe. Donc en multipliant tout par JC oméga, on va écrire ça sous la forme 1 sur donc 1 plus RJC oméga moins LC oméga carré fois E. Donc je vois que ma fonction de transfert, H bar, qui est définie par la tension de sortie en complexe sur la tension d'entrée complexe, est égal, alors c'est aussi bien sûr le SM complexe sur EM, complexe il est en pratique ici, moi il est réel, puisque la différence entre ces deux écritures, c'est juste l'exponentielle j oméga t qui est la même dans les deux cas. Et donc ça va s'écrire 1 sur 1 plus JRC oméga moins LC oméga carré. Alors, on peut utiliser à ce moment-là, pour faire apparaître traditionnellement le oméga 0 et la pulsation propre et le facteur de qualité Q, réécrire sous une forme canonique. Donc là, la forme canonique, elle serait suivante. Ce serait H0 sur 1 plus J Q oméga sur oméga 0 moins oméga carré sur oméga 0 carré. Alors on peut aussi définir x qui vaut oméga sur oméga 0 et du coup écrire effectivement cette fonction de transfert non pas en fonction de x de oméga mais en fonction de x. Donc ici, si on fait cette chose-là, après il suffit d'identifier, on écrit que H0 vaut donc 1. Donc le terme en bas, le premier c'est 1, c'est pareil. Le troisième terme, on voit que c'est en moins LC oméga carré, et à droite j'ai du moins oméga carré sur oméga 0 carré. J'en déduis que oméga 0 carré, 1 sur oméga 0 carré, c'est LC. Et le troisième terme, donc, enfin celui du milieu, celui-là,
on voit qu'on a du Q sur oméga 0, et là j'ai du RC, donc Q sur oméga 0, c'est RC. Ce qui nous permet d'identifier H0 égale 1, oméga 0 c'est 1 sur racine de LC, et du coup, connaissant oméga 0, je peux réécrire le facteur de qualité Q, qui est RC, oméga 0, c'est-à-dire sur racine de LC. Donc on trouve R racine de C sur L. Alors une autre façon d'écrire ce H bar, ça aurait été en fait en laissant le 1 sur JC oméga de précédemment et en faisant apparaître en dessous l'expression donc avec les termes classiques en oméga avec un terme en 1 plus JQ et en faisant apparaître le x moins 1 sur x. Donc ça, ce serait, on pourrait l'écrire également, moins JQ sur x, H0 sur 1 plus JQ, facteur de x moins 1 sur x. C'est une autre façon d'écrire ce terme-là. Alors, donc étude de cette fonction de transfert que je vais réécrire moi dans la suite, H0 sur 1 plus JQX moins X2. Donc, on va montrer d'abord que c'est un filtre d'ordre 2. C'est un filtre d'ordre 2 parce que si vous regardez les exposants ou donc ici en X, on voit qu'on a un terme d'ordre 0 ici qui est x exposant 0, un terme d'ordre 1 ici, x exposant 1, terme d'ordre 2, x exposant 2. Si on l'écrit sous la forme que j'ai notée ici tout à l'heure, on voit que des x, des 1, mais attention là c'est du 1 sur x, donc on a bien 3 ordres différents, et ça revient à la même chose. Donc là c'est un filtre d'ordre 2. Alors on peut montrer que c'est un filtre, essayer de trouver le type de filtre que c'est. L'idée c'est juste de regarder ce qui se passe quand oméga, donc x, tend vers 0 et quand x tend vers l'infini. Donc si on fait tendre x vers 0, vous voyez que h bar, donc là on regarde juste, on ne cherche pas un équivalent, on regarde juste vers quoi ça tend. Donc je vois que en bas au dénominateur, on a un terme en 1 qui reste 1, et x tendant vers 0, x est petit, x carré est encore plus petit. Donc je garde juste le terme prédominant, c'est 1. Donc je vois que h bar, en fait, il tend vers h0. Quand x tend vers 0. Donc je vais avoir on peut réécrire, si on veut écrire le module de h bar, c'est h0, ça tend vers h0. Donc si je réécris avec mon s et mon e, h bar c'est module de s bar sur module de e bar, c'est-à-dire en réécrivant les expressions de s bar et e bar, comme E bar, donc c'était EM exponentielle j oméga t quand on prenait le module. En fait, ça fait juste EM. Et le module de S bar, c'est SM. Donc en fait, ça s'écrit SM sur EM égale H0. Donc on voit que SM est différent de 0 et que pour SM en fonction de EM, c'est quelque chose qui va donc être indépendant donc qui va être une constante. Et quand je fais tendre x vers plus l'infini, cette fois-ci, je vois que les termes en 1 est petit devant x, qui lui-même est petit devant x, le terme en x est carré. Donc je vois que le dénominateur va tendre vers plus l'infini, enfin moins l'infini en l'occurrence, puisqu'il y a un moins devant le x carré, donc moins l'infini. Et donc h0 sur moins x2 va tendre vers 0, donc le h bar tend vers 0. Ça veut dire que le SM, il va tendre vers 0. Donc, le filtre ne laisse pas passer les hautes fréquences alors qu'il laisse passer les basses fréquences, puisqu'on avait SM proportionnel à EM avec un coefficient qui peut être grand, qui est même le plus grand coefficient qu'on peut avoir ici. Donc, du coup, on a un filtre passe-bas d'ordre 2. Alors, en fait, on le retrouve très facilement parce que donc on a l'ordre 0, 1 et 2, le terme en 1, le terme en x, le terme en x carré. Et quand vous regardez le numérateur dans la fonction de transfert, donc ici c'est h0, vous voyez du coup c'est forcément un terme d'ordre 1, il n'y a pas de x ni de x carré en haut. Donc en fait c'est le terme d'ordre le plus bas qu'on peut rencontrer qu'on a en haut. Donc c'est un passe bas. Si on avait un terme en h0, par exemple, moi h0 x2
sur 1 plus JQX moins X2. Là, vous verriez que le terme qu'on a en haut, c'est le terme d'ordre le plus haut qu'on avait ici. Donc, ce serait un passe haut. Hein, c'est une façon de retrouver simplement les choses. Et si on avait le terme en JQ ici, à la place de ça, j'avais un terme en haut en JQX. Et bah, du coup, c'est le terme d'ordre du milieu. Donc, ce serait le passe band, il laisse passer le milieu. Hein, voilà, donc c'est une façon très simple de retrouver très rapidement, enfin de tête, hein, c'est pas une démonstration, mais c'est une façon très simple de retrouver le type de filtre que c'est. Donc, alors, on peut également déterminer directement de façon qualitative à partir du circuit pour savoir ce que c'est comme type de filtre au départ. Donc l'idée, la méthode, c'est que on cherche les équivalents à haute et basse fréquence de l'inductance et de la capacité. Donc je reprends, si je prends une inductance, la relation s'écrit U égale ZI, c'est-à-dire que je vais avoir U aux bornes de l'inductance qui vaut J L oméga fois I. Je peux aussi écrire I, c'est U sur JL oméga. Alors, ce que je vais utiliser, c'est le fait que U et I restent bornés, bien sûr. Donc, U et I sont bornés. Et je vais regarder ce qui se passe justement quand oméga tend vers 0, quand oméga tend vers l'infini. Donc, par exemple, ici, si oméga tend vers plus l'infini, L oméga va tendre vers plus l'infini, c'est-à-dire tend vers plus l'infini. Or, U est borné. Donc, j'en déduis que, en fait, il faut que forcément I soit nul pour que U reste borné, oméga tendant vers l'infini, en prenant bien sûr le module de ces choses-là. Donc, du coup, je vais avoir I égale 0, c'est équivalent à un interrupteur ouvert. Si oméga tend vers 0, donc 1 sur oméga tend vers l'infini, or I reste borné. Donc, pour que I reste borné, il va falloir que U tende vers 0. Donc, en fait, I borné, donc U doit tendre vers 0. Donc, U tend vers 0, c'est un fil. Donc, on voit que c'est une façon simple de retrouver que une bobine en basse fréquence est équivalente à un fil et en haute fréquence est équivalente à un circuit ouvert. Et c'est exactement l'inverse pour une capacité, puisque pour une capacité, le Z, c'est 1 sur JC oméga. Donc, vous avez exactement les résultats inverses. Donc, de même, vous allez avoir, quand oméga tend vers 0, ça va être un interrupteur ouvert, et quand oméga tend vers plus l'infini, ça va être un fil. Et du coup, quand on va... Alors, il suffit d'en retenir un des quatre, et après, vous savez retrouver les autres. Donc, du coup, dans le circuit qu'on avait tout à l'heure, on va faire l'équivalent à basse fréquence et à haute fréquence. Donc, quand on est à basse fréquence, le circuit, ici, j'ai une résistance. La bobine, elle est équipée, donc on a dit en basse fréquence, à un fil. Et le condensateur a un interrupteur ouvert. Donc, je redessine mon E. Là, je vais mettre le courant I. Et je mets la sortie qui est là. Donc, la tension ici au banc d'interrupteur, ça peut être n'importe quoi, mais il n'y a pas de courant qui passe. Or, le courant qui passe ici, donc qui ne passe pas, puisqu'on a dit que là c'était ouvert, il vaut 0, est le même que le courant qui passe dans la résistance. Donc, ça impose que le courant dans la résistance est nul. Et du coup, ça veut dire que la tension au borne de la résistance, qui vaut R fois I, vaut donc 0. Et si maintenant je reprends la loi des mailles, je trouve que E, c'est S plus UR, or UR vaut 0. Donc, je trouve que S, c'est égal à E. Ce qui veut bien dire que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Le circuit laisse passer les basses fréquences, puisqu'à basse fréquence, on trouve que la sortie est égale à l'entrée. À haute fréquence, je fais l'équivalent, donc j'ai toujours ma résistance R. Là, cette fois-ci, c'est la bobine qui est équivalente à un interrupteur et le condensateur qui est équivalent à un fil. Et du coup, ma tension S, ici, c'est la tension aux bornes d'un fil. Et le fil ici, évidemment, la tension aux bornes de ce fil, elle est nulle. Donc du coup, j'ai S qui vaut 0, c'est-à-dire que ça ne laisse pas passer les hautes fréquences. Donc avec tout ça, on obtient bien, ça laisse passer basse fréquence, ça laisse pas passer les hautes fréquences. C'est un filtre passe-bas. Donc on retrouve bien ce qu'on avait trouvé à l'aide de la fonction de transfert. Alors, maintenant on va faire l'étude quantitative. Donc, on va s'intéresser, je rappelle la fonction de transfert, on a dit 0 sur 1 plus JQX
moins x carré, où x c'est oméga sur oméga 0. On va donc s'intéresser d'une part au module et d'autre part à la phase. Donc le module de h bar, c'est ce qu'on appelle aussi le gain. Hein, donc c'est le gain. C'est module de h bar. Donc d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, SM sur EM. Donc ça nous permet de trouver l'amplitude de la tension de sortie par rapport à l'amplitude de la tension d'entrée. Et donc ça va s'écrire, on fait le module, donc c'est valeur absolue de H0, si jamais H0 était négatif, hein, H0 est supposé réel. Bon, ici H0 valait 1, donc ça ferait 1 ici, sur le module du dénominateur, qui est un nombre complet, la racine de la partie réelle. Donc dans la partie réelle, il y a le 1 ici et le moins x carré, donc 1 moins x carré au carré, donc partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré, la partie imaginaire, c'est ici, c'est qx, donc ça fait q carré x carré. Donc voilà comment s'écrit le gain, c'est-à-dire le module. Alors, ce qu'on essaye de voir, donc, c'est comment, ce qui nous intéresse, c'est comment varie le gain, donc le module, en fonction de la fréquence. Alors, on n'utilise pas une échelle linéaire parce que le problème, c'est que du coup, ce serait compliqué de faire varier sur une grande échelle, de faire varier la fréquence sur une grande échelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une échelle logarithmique, hein, qui permet effectivement de faire varier la fréquence sur une échelle beaucoup plus grande. Et donc, du coup, on va déterminer ce qu'on appelle le gain en décibels, qui est 20 log de G, c'est-à-dire 20 log du module de H. Et on le tracera plus tard dans le diagramme de Bode, on va voir après, en fonction donc du log de oméga, ou donc log de x. Alors, du coup, comment ça se calcule? Je rappelle, hein, 20 log donc de module de H, ça va être, quand on a un rapport, c'est ça va faire 20 log du numérateur moins 20 log du dénominateur. Donc ça va faire 20 log de module de H0 moins 20 log de la racine de 1 moins x carré au carré plus q carré x carré. Alors, du coup, bon, on va reprendre le fait qu'ici H0 valait 1, ce sera un peu plus simple. Hein. Donc le 20 log de 1, il fait 0. Et log d'une racine, bah, c'est un demi log de ce qu'il y a dans la racine. Donc ici, ça va s'écrire moins 10 log de 1 moins x carré au carré plus q carré x carré. Si je réécris en développant, ça fait moins 10 log de 1 moins 2x carré, donc plus q carré x carré, donc il y a deux termes en x carré. Et après, il y a le terme en x exposant 4 hein, qui vient de ici. Donc, je veux tracer ce gain en fonction de x, ici, hein, puisque j'ai parlé de x. Donc, je veux tracer ce gain en fonction de x. Alors, deux façons de le faire. Donc, soit par la théorie, comme je viens de faire, et on trace ensuite le diagramme. Alors, tracer le diagramme réel, c'est compliqué. On trace le diagramme asymptotique. Donc, vous devez savoir, en fait, retrouver juste les asymptotes. Ou alors, on trace le diagramme réel à partir des résultats expérimentaux. Donc, diagramme de Bode en gain. Donc, soit on mesure, en fait, expérimentalement, on mesure l'amplitude de la tension d'entrée, l'amplitude de la tension de sortie. On en déduit G en décibels qui vaut 20 log de SM sur EM pour chaque valeur de fréquence, ou chaque valeur de pulsation, donc de X. Et on trace expérimentalement donc le diagramme donc du gain. Donc ça, on peut vous le demander en TP ou alors vous donner le résultat expérimental à l'écrit. Donc, vous allez obtenir une courbe. Alors, je trace l'allure et puis on va la retrouver. On va retrouver l'allure des asymptotes. Donc, j'ai le gain en décibels. J'ai la x qui est en échelle log. Hein, donc, en fait, c'est log de x qu'on trace. Mais ici, je vais mettre les valeurs de x en échelle log. Hein, donc, c'est pour ça que je mets x en échelle log comme ça. Et vous allez avoir, alors quand on est en échelle log, hein, c'est une échelle qui, en fonction, donc si je mets log de x en échelle log, ça va avoir l'allure suivante. C'est-à-dire que ici, j'ai 1, 10, 100,
1000. Hein, donc ça permet de répartir de façon, linéaire, en fait, les multiples de 10. Donc ça permet effectivement de travailler sur une grande échelle comme annoncé précédemment. Alors quand je trace le diagramme, je vais avoir l'allure suivante pour le diagramme asymptotique. Hein. Je vais avoir donc deux droites qu'on va avoir, donc on va redéfinir tout à l'heure ici. Et puis j'ai le diagramme, donc le diagramme réel qui, pour le second ordre, peut être suivant les cas en dessous ou au-dessus, hein, donc de la courbe théorique, suivant la valeur du facteur de qualité. Donc ça c'est la courbe réelle, hein, et ça c'est la courbe asymptotique. Donc ce sont, ici j'ai une asymptote à haute fréquence qu'on va retrouver tout à l'heure, et ici j'ai une asymptote à basse fréquence qu'on va retrouver également. Alors donc justement, comment on retrouve ces asymptotes? Donc les asymptotes, donc on va faire des équivalents dans les différents domaines de fréquence. Donc ici, si on se place quand x tend vers 0, donc à basse fréquence, je reprends le gain en décibels qu'on avait tout à l'heure, qui est juste en haut, et on va garder uniquement le terme qui est le plus grand dans les différents termes qu'on avait dans le log ici. Donc, quand on x tend vers 0, 1 est grand devant x, qui lui-même est grand devant x carré, qui lui-même est grand devant x4. Donc, en fait, le terme d'ordre le plus grand, c'est le 1 qui est ici. Donc, en fait, GDB, ça va être à peu près égal à moins 10 log de 1, c'est-à-dire à peu près égal à 0. Donc, on trouve qu'on a bien une asymptote horizontale correspondant à g égale 0, c'est celle que j'ai tracée à gauche. Quand x tend vers plus l'infini, donc à haute fréquence, on reprend toujours pareil le gain qui est là, et cette fois-ci, donc, on regarde, quand on a haute fréquence, 1 est petit devant x carré, qui est petit devant x4. Donc cette fois-ci, le terme prépondérant, ça va être le terme en x4. Donc je ne garde que lui. Donc GDB est à peu près égal à moins 10 log de x4. X exposant log de x4, c'est 4 log de x, donc c'est à peu près égal à moins 40 log de x. Donc, quand on trace GDB en fonction de log de x, c'est bien une droite de pente moins 40 décibels par décade. Ça veut dire que quand on passe, par exemple, de x égale 10 à x égale 100, donc c'est une décade, ça veut dire que, donc si on est là, par exemple, la valeur ici, donc quand on a notre droite ici, la valeur, on descend de 40 décibels. Donc sur une décade, on descend de 40 décibels, ça me donne la pente qui est effectivement négative, hein, de la droite. Donc ça correspond à l'asymptote haute fréquence qu'on a dessinée ici. Donc à partir de là, comment ça peut s'utiliser? Oui, alors dernière chose, pardon, ce qu'on appelle la bande passante. Donc la bande passante, c'est les valeurs donc de fréquence, donc de oméga, donc de x, hein, qui sont telles que le gain correspondant pour la valeur de cette fréquence-là est supérieur ou égal au gain max en décibels, moins 3 décibels. Ce qui revient à dire au niveau, donc ça c'est en décibels, hein, vous pouvez aussi dire que le gain, donc pas en décibels, le module, est pour x est supérieur ou égal au gain max sur racine de 2. Donc ici, ça va vous donner une certaine valeur, hein, et donc ici, puisque c'est un fit passe bas, vous aurez donc toutes les valeurs entre x égale 0 et un x max, hein, qui vous donne la bande passante déterminée donc par la formule qu'on a donnée. Donc à partir de là, comment on va utiliser cette chose-là par la suite? Si on a un signal sinusoïdal de fréquence f, donc avec un donc de pulsation oméga, donc
égale 2πf, c'est-à-dire avec un x donné, ben vous regardez la valeur de x, hein, par exemple on est à x ici, voilà. Donc vous regardez la valeur correspondante du gain en décibels, et ça vous donne la valeur ensuite du gain donné. Donc pour x, on lit sur la courbe la valeur du gain en décibels pour x. On en déduit la valeur du gain, donc le module pour x, et vous en déduisez donc le SM en fonction de EM pour la valeur du x donné. Hein, donc le SM, il va s'écrire. Donc on a dit le gain, c'est le module en fait. Donc module de h pour la valeur de x fois EM. Donc vous savez de combien était amplifié ou atténué le signal pour ce signal sinusoïdal. Alors, ensuite, on a besoin du diagramme de Bode en phase, qui cette fois-ci, donc justement, va nous permettre de déterminer la phase, c'est-à-dire le phi. Donc, on peut expérimentalement mesurer le déphasage phi entre S et E pour chaque valeur de fréquence, et donc tracer ce déphasage, et donc on aura une certaine courbe. Alors ici, si on veut retrouver cette forme, deux façons de faire. Soit on repart de la fonction de transfert, donc je rappelle que c'était h0 qui valait 1 sur 1 plus jqx moins x carré. Si je prends donc c'est en fait phi, c'est l'argument de h bar, hein, puisque j'avais pris une phase phi pour S et que E n'avait pas de phase. Donc c'est simplement l'argument de h bar. Donc quand on fait l'argument d'un rapport, c'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Donc l'argument de 1, ben, c'est 0, c'est un nombre réel positif. Et l'argument, donc j'ai moins phi, qui vaut l'argument d'un nombre complexe qui s'écrit sa partie réelle, c'est un moins x carré, plus j qx, qx c'est la partie imaginaire. Et l'argument d'un nombre complexe, c'est donc pardon, la tangente donc de l'argument du nombre complexe, en fait ici tangente de moins phi, ça va être la partie imaginaire du nombre complexe sur sa partie réelle, donc 1 moins x carré. Alors après, pour passer à l'arc tangente, bah, ça dépend du signe de 1 moins x carré, puisque l'arc tangente n'est définie qu'entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc là, on peut arriver à exprimer complètement le phi si on regarde le signe de cette chose-là. Alors plus simplement, pour trouver les asymptotes, puisque c'est ce qu'on vous demande de déterminer, vous pouvez reprendre le h bar directement et chercher à quoi il est équivalent en basse et haute fréquence, et éventuellement pour une valeur particulière de x qui aurait un sens, par exemple ici x égale 1. Donc je vois que si oméga tend vers 0, donc si x tend vers 0, je vais avoir, quand x tend vers 0, h bar, qui est équivalent à quoi? En bas, les termes en x et x carré sont petits devant 1, donc ça va être équivalent à 1. Du coup, j'en déduis que 1 est un nombre réel positif, donc j'en déduis que phi, il tend vers 0. Quand x tend vers quand x tend vers 1, c'est-à-dire quand oméga tend vers oméga 0, je vois que h bar, 1 moins x carré, en fait quand x égale 1, quand x égale 1, je vois que 1 moins x carré, ça fait 0, puisque x égale 1. Donc en fait, h bar, il est égal à 1 sur jqx, c'est-à-dire à moins j sur qx. Q et x étant positifs, on en déduit que c'est un nombre imaginaire pur avec une partie imaginaire qui est négative. Donc ça veut dire que phi égale moins pi sur 2. Et donc quand x tend vers plus l'infini, pareil, h bar, il est équivalent, je garde le terme d'ordre le plus haut, donc c'est le moins x carré, celui qui tend le plus vite vers l'infini, c'est en moins x carré, donc j'en déduis que h bar est équivalent à moins 1 sur x carré. Et ça, c'est un nombre réel, mais qui est négatif, donc ça veut dire que phi tend vers plus ou moins pi,
Ici, donc, ce sera moins pi, hein, puisqu'il varie continuellement de 0. Il passe par moins pi sur 2, donc après, il arrive à moins pi. Donc, si on trace la courbe, qui est le diagramme de Bode, donc de phi en fonction, toujours pareil, de x en échelle log, on voit qu'il y a une valeur particulière, donc qui est x égale 1. Les asymptotes, ça va être phi vaut 0 quand x tend vers 0, phi tend vers moins pi quand x tend vers plus l'infini. Donc voilà la courbe asymptotique. Et la courbe réelle, elle est, donc elle passe par moins pi sur 2 ici quand x vaut 1. Et donc, elle a une allure qui ressemble à ça. Donc, toujours pareil, hein, ça dépend du facteur de qualité. Si vous prenez un facteur de qualité qui est plus grand, vous allez avoir une courbe qui est plus proche des asymptotes. Hein, donc, Q plus grand ici. Vous avez une courbe qui est plus proche des asymptotes. Comme j'expliquais tout à l'heure pour le diagramme en gain, vous aurez, sur un valeur du facteur de qualité, une courbe qui est plus ou moins donc proche, qui peut même dépasser donc, la courbe asymptotique. Donc du coup, vous allez en déduire, si maintenant l'utilisation, hein, si vous avez un signal sinusoïdal de fréquence f, c'est-à-dire de oméga qui vaut 2πf, c'est-à-dire avec un petit x qui vaut oméga sur oméga 0, vous prenez la valeur du x, vous regardez sur le diagramme, vous en déduisez ici la valeur du phi. Et donc, vous avez la valeur de phi pour cette valeur de x là. Et donc, finalement, pour votre signal, maintenant qu'on a fait le diagramme de Bode en gain et en phase, vous aurez pour un signal sinusoïdal donc de fréquence f, donc c'est-à-dire avec oméga, donc x égale oméga sur oméga 0 égale 2πf sur oméga 0. Vous aurez pour un signal d'entrée petit e, le signal de sortie correspondant, qui s'écrira, donc le SM, c'est-à-dire module de h pour la valeur de x fois EM, ça c'est SM, cosinus oméga t, plus le phi de la valeur de x qu'on a déterminé juste au-dessus par la courbe en diagramme de phase.